Vers l'an 177 avant Jésus-Christ, de nombreuses nations blanches à cheveux blonds ou rouges, à yeux bleus, sont cantonnées sur les frontières occidentales de la Chine. Les écrivains du Céleste Empire, à qui l'on doit la connaissance de ce fait, nomment 5 de ces nations. Les plus célèbres sont les Yuezhi et les Wenzhun. Ces deux peuples habitaient sur la limite du désert de Gobi. Ces hommes virent sur place avec leurs familles, installées sur une terre qu'ils appréciaient. Dans les villages, on voyait des visages familiers qu'on pouvait observer depuis l'Europe jusqu'à cet extrême du continent eurasiatique. Wen Shu, commentateur des annales de la dynastie des Han, écrit « Les Wenzhun étaient un peuple blond, à la barbe rousse et à yeux bleus. Les Chinois désignaient ces habitants, dont les traits différaient si fort des leurs, comme ayant de longs visages de cheval. » Ces lignes sont anecdotiques et furent écrites à une période bien ultérieure aux faits que nous allons énoncer dans cette vidéo. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si en moins 177 il est attesté par les Chinois eux-mêmes que des peuples blancs sont au bord de leurs frontières, leurs ancêtres allèrent vivre bel et bien jusqu'en Chine. Ceux qui n'ont pas disparu retournèrent ensuite à l'ouest, d'où la présence de ces peuplades aux frontières chinoises. Nous allons éclaircir tout ça. Chez les historiens, deux théories dominent à propos de l'origine de la civilisation chinoise. Certains Chinois, dont Ho Ping-ti, croient fermement au modèle endogène. Selon cette théorie, les habitants chinois de la vallée du fleuve Jaune ont créé des technologies et des sciences depuis le 2e millénaire avant notre ère, qu'ils ont ensuite diffusées de l'intérieur de la Chine vers l'extérieur, sans aucune influence étrangère. Dans ces écrits, il y a un parti pris évident, peut-être basé sur un sentiment nationaliste. Cependant, depuis l'ouverture de la Chine, des preuves beaucoup plus convaincantes du modèle exogène sont apparues. Selon ces historiens majoritaires, le fondement de la civilisation en Chine provient de l'extérieur, principalement via des migrations de peuples nomades originaires d'Europe, les Indo-Européens. Ces peuples blancs furent des véhicules d'échange culturel ayant parcouru des milliers de kilomètres pour transmettre leur savoir, reliant ainsi les parties orientales et occidentales du continent. Les contacts entre les peuples des régions du fleuve Jaune et celles situées au-delà des frontières nord et ouest de l'Europe actuelle, bien au-delà des frontières de la Chine, remontent à très loin dans le temps. Par exemple, la découverte d'une grande quantité de grains carbonisés sur des sites archéologiques à l'ouest du Ganzhou suggère que le blé domestiqué est entré en Chine par le nord-ouest aux alentours du 4e ou du 3e millénaire avant notre ère. Les principales preuves qui soutiennent le modèle exogène de la civilisation chinoise sont en lien avec ces peuplades blanches indo-européennes. Nous allons ici aborder l'origine des fondements les plus importants de la civilisation chinoise et prouver qu'une population blanche similaire aux momies tokariennes retrouvées en Chine occidentale habitait la Chine septentrionale, c'est-à-dire là où la civilisation chinoise est apparue. Tout d'abord, la roue. Il n'y a aucun signe de moyen de transport à roues en Chine jusqu'à la fin de la période Chang en moins 1250. Le consensus général, appuyé par l'étude de Shelar-Lavie en 2015, est que cette transmission s'est faite au fleuve Jaune depuis l'ouest par les peuples blancs indo-européens qu'on appelle les Tokariens. En fait, l'arrivée de chars en Chine rentre dans le cadre d'un long processus technologique ouest-est que nous allons traiter. Mais déjà, cette transmission n'est pas anodine, elle impliquait la maîtrise de domaines de connaissances nouveaux et diversifiés. Atteler un cheval, lui faire effectuer des manœuvres et s'en occuper est un art à part entière qui demande une expertise propre dont les Indo-Européens des steppes étaient les garants. Comme l'a indiqué Stuart Pigot il y a une trentaine d'années, il est inconcevable que l'utilisation du char tiré par des chevaux soit entrée en Chine oralement en tant que concept, mais qu'elle a plutôt dû y arriver physiquement, accompagnée d'experts dans l'utilisation de cette technologie. La simple capture de chars et de chevaux ennemis n'aurait pas apporté les compétences nécessaires pour les utiliser, les entretenir et les reproduire. L'idée que les chars n'ont pas été créés de manière indépendante en Chine a été discutée par plusieurs auteurs, mais les premières sépultures de chars chinois à Anyang semblent indiquer clairement une interaction avec les voisins indo-européens du nord de la Chine à partir de moins 1200.
Depuis les 30 dernières années, les historiens et les anthropologues ont souvent sous-estimé le rôle presque essentiel des migrations dans la maîtrise des savoirs. Aujourd'hui, ils reviennent sur un modèle plus ancien où l'ethnicité prime sur d'autres facteurs. Tels sont en tout cas ce que tend à prouver la génétique depuis ces dernières années. Il est désormais admis que le char est un artefact culturel qui est entré dans la Chine lors de la dynastie des Shang en provenance du nord-ouest de la Chine. Les tombes découvertes à Anyang, qui était la capitale de la dynastie Shang, contenaient des chars, des couteaux en métal, des haches de provenance nordique et des miroirs en bronze de provenance occidentale. La dynastie Shang a été la première dynastie de Chine pendant une période considérable et était extrêmement puissante et influente dans la région. Or, l'archéologie nous apprend que pendant cet intervalle, la dynastie a obtenu la technologie des cultures situées au nord et à l'ouest d'elle. Les Shang étaient puissants, mais encore primitifs à bien des égards. Leur interaction avec les tribus plus septentrionales des Indo-Européens de l'Ouest ont apporté de nombreuses sciences. Ainsi, les Chinois n'avaient pas de véhicules à roues avant cette période, mais l'ont adopté lorsque les peuples indo-européens sont venus sur leurs terres avec l'artefact complet. Les fouilles des tombes royales d'Anyang ont mis à jour des chars légers avec des chevaux attelés et leurs conducteurs, ainsi que des objets en bronze très sophistiqués. L'étude de l'apparition des technologies en Chine, qui démarre dans le nord-ouest, là où les Indo-Européens appartenant à la sphère culturelle d'Afanassievo et d'Andronovo sont venus, montre que cette région a soudainement maîtrisé des innovations dans les domaines de la métallurgie, de l'élevage de chevaux, de l'utilisation d'animaux de trait, de chariots et de charrettes sous une forme très développée. Il serait malhonnête, au vu des connaissances que l'on a, d'affirmer que ces changements très radicaux ne sont pas liés à la présence en Chine des peuples porteurs de ces savoirs, c'est-à-dire des Indo-Européens, de la culture d'Afanassievo et d'Andronovo, dont nous avons dédié plusieurs vidéos maintenant. D'après Baumer, en 2012, l'arrivée simultanée en Chine ne peut être due qu'à l'apparition de populations d'Eurasie centrale sur place. Il semble que le rythme et l'intensité des contacts à longue distance entre la Chine et les pays d'Asie centrale se soient accélérés au cours de la seconde moitié du deuxième millénaire avant notre ère. Avant l'apparition de la première dynastie chinoise Shang, il existe de nombreux objets et armes en bronze provenant de l'ouest de la Chine qui étaient peuplés par les Tochariens, un peuple reconnu par les études ADN comme étant blanc, tel que nous le prouvent les fameuses momies blondes et rousses habillées comme des Celtes alors qu'ils sont à des milliers de kilomètres de l'Europe. Cela avait surpris les scientifiques du monde entier qui pendant des années rigolaient au nez des linguistes et des historiens les plus sérieux dans ce domaine, les considérant comme des fous. Selon Shelter, au cours de -770-453, les chars étaient considérés comme la technologie militaire la plus avancée des États Chu, qui succède à la première dynastie chinoise Shang que nous avons nommée avant. La puissance militaire d'un État était exprimée par le nombre de chars de combat dont il disposait. Il est intéressant de noter que d'autres types de véhicules, tels que les chars et les charrettes pour le voyage et le transport de marchandises, découlent du modèle des chars de combat des Shang et des Chu. Ainsi, l'apport de la roue est loin d'être négligeable. Mais en même temps que les Indo-Européens importent le char, vers -1200, la fabrication du bronze avait été importée dans le couloir du fleuve Jaune dans le nord-ouest de la Chine. L'usage de ces matériaux s'est répandu dans les régions situées au nord et à l'ouest de la Chine grâce au peuple blanc d'Andronovo qui s'étendait progressivement vers l'est. C'est là que la culture d'Erlitou se développa et est devenue la première industrie métallurgique à grande échelle chinoise qui utilisait des techniques complexes. Ces technologies et techniques ont ensuite été diffusées par la culture d'Erligang. Avec l'arrivée de la dynastie des Shang, une véritable industrie massive d'extraction de minerais et de coulée du bronze s'était développée dans le corridor du fleuve Jaune et la plaine du centre-nord de la Chine. Parallèlement, comme d'autres civilisations précoces d'Eurasie, les Shang de l'âge du bronze organisent leur système céleste et leur calendrier sur la base des mouvements cycliques du Soleil et de la Lune en cycle hebdomadaire de 10 jours. Ce système calendaire est du même type que celui utilisé en Mésopotamie et en Égypte ancienne. Ce fait renforce encore l'hypothèse d'un transfert d'ouest en est de l'Eurasie au cours du deuxième millénaire avant notre ère. Nous avons un problème similaire avec l'ancien système chinois de mesure du temps et de création de leur calendrier, appelé tige céleste et branche céleste.
il y a 10 tiges et 12 branches, soit un total de 22 caractères. L'alphabet phénicien compte également 22 symboles. Le scientifique chinois Wei a remarqué en 1999 ces correspondances. Dans son article, il passe en revue les 22 symboles et note que l'alphabet phénicien et les signes calendaires chinois se correspondent. Les tiges célestes ont été utilisées pour la première fois par les rois Shang et apparaissent également dans leur nom. Cela ne signifie pas que les rois Shang étaient phéniciens, mais cela implique que dans l'ensemble, ils ont eu très tôt des contacts avec les peuples de l'Ouest. Depuis, il y a eu quelques changements dans la signification des 22 symboles, mais pas beaucoup. Dans le cadre de la linguistique, il y a un grand nombre de mots indo-européens dans la langue chinoise ancienne. Le linguiste Shang, en 1988, note que parmi les dialectes indo-européens, les langues germaniques semblent avoir été les plus proches du vieux chinois. En effet, de nombreuses irrégularités du vieux chinois expliquent l'interaction entre les indo-européens et les chinois indigènes. Au niveau de la spiritualité aussi, nous trouvons des origines qui viennent de l'Ouest. Le symbole du 3 dans les traditions est exprimé dans toutes les mythologies indo-européennes. Dans l'Avesta iranien, il existe 3 types de médecine, pour les travailleurs, les prêtres et les combattants. Les origines de ces 3 fonctions de classe sont communes dans les mythes indo-européens. Les Gaulois faisaient des offrandes à 3 dieux, les païens germaniques pratiquaient 3 punitions qui renvoyaient aux 3 fonctions de classe, au dieu de la guerre, au dieu de l'agriculture et au rôle judiciaire. Or, les noms des trigrammes du Yin-Jing, c'est-à-dire les symboles les plus connus de la tradition chinoise, pourraient provenir de racines indo-européennes. Cette idée a été mentionnée par le professeur chinois Wei en 2005. Cela implique de comprendre que la société indo-européenne suivait une idéologie qu'on appelle tripartite. Ses mythes et ses religions étaient basés sur le dualisme. La fonction de premier ordre s'exprimait dans les dieux jumelés, Varuna Mitra, ou Jupiter Dius Fidius, ou Odin Tyr, qui sont chargés des aspects magico-religieux ou judico-contractuels de la royauté. Il y a aussi les jumeaux, qui furent les géniteurs de l'humanité. Le jumeau était nommé Yem en proto-indo-européen, Yama en indien et Yima en avestan. Selon Mallory en 1989, le dualisme exprimé par les jumeaux des traditions indo-européennes est comparable à l'opposition binaire, pure et simple des Chinois, qui serait donc l'une des structures sous-jacentes de l'idéologie indo-européenne. Les lignes du Yin-Jing étaient basées sur un simple binaire composé de 3 lignes divisées en 3. Cette approche semble très indo-européenne. C'est ce dualisme que les Chinois ont fini par appeler Yin et Yang, sur lequel ils ont fondé toutes les sciences traditionnelles chinoises. Le système a peut-être été transmis par les Indo-Européens par le biais de leur système de divination binaire, aujourd'hui appelé Yin-Jing. D'après Wei, en 2005, les mots indo-européens dans le vieux chinois expliquent les origines des caractères utilisés pour nommer les 8 trigrammes du Yin-Jing. D'ailleurs, toute personne sachant lire le chinois se demandera pourquoi les caractères des 8 trigrammes ont une signification totalement différente de celle qu'ils ont en chinois. Par exemple, gang peut signifier sec, mais dans le Yin-Jing, il signifie ciel et se prononce qiang. Comment cela est-il possible ? Par exemple, si vous lisez le mot Tao dans un texte anglais, il vous semblera immédiatement non anglais. Vous trouveriez ce mot étrange jusqu'à ce que quelqu'un vous dise qu'il s'agit en fait d'un mot chinois. Et bien pour les caractères des 8 trigrammes, c'est pareil, ils représentent des mots ou des racines de la langue indo-européenne. C'est en tout cas la conclusion de Wei qui passa en revue ces 8 caractères et les mots indo-européens correspondants. Outre ces similarités, depuis 2004, des études génétiques ont identifié des individus du groupe biologique des Blancs en Chine. Les anciens Tokariens, les membres de la culture d'Andronovo, puis 2 populations anciennement blanches mais aujourd'hui très largement métissées, telles que le sous-groupe de Pamir Fergana et les Indo-Afghans. Le Xinjiang, ou Chine occidentale, compte 12 sites archéologiques majeurs. Dans la majorité des sites, on a trouvé des momies et des squelettes humains de blanc. À certains endroits, des personnes d'origine exclusivement européenne ont été trouvées en 2008. Le Xinjiang a été la principale source de discussion lorsqu'il s'agit des Indo-Européens en Chine, car non seulement c'est la capitale des Tokariens, mais des études de l'ADN et des crânes ont scientifiquement prouvé une présence indo-européenne. Obtenir ces autorisations d'études est très compliqué pour les scientifiques et les généticiens,
car le gouvernement refuse d'élargir les recherches à d'autres régions. Malgré tout, à Dahatang, dans le Qinghai, où les tests au carbone 14 ont confirmé que le site datait de la période Shang, a révélé plusieurs crânes de type européen, ainsi que ceux de mongoloïdes. Ces études corroborent avec le mythe fondateur chinois, où la nation de l'empereur jaune est venue depuis l'ouest de la Chine par sa partie occidentale. Ils ont conquis les peuples indigènes du fleuve Jaune et du fleuve Yangtze, qui possédaient une culture agricole en y apportant leur technologie et leur savoir. Que la nation de l'empereur jaune fut une branche du peuple indo-européen archaïque est l'un des faits les plus remarquables. Il y a une corrélation claire entre les datations mythiques, qui placent ces événements entre le 3e et le 2e millénaire, et à la même période les migrations de peuples blancs, d'Afanasievo et d'Andronovo qui arrivent depuis l'ouest sur leurs chars de guerre, supplantant les autochtones d'origine pour prendre le rôle principal de la scène de l'histoire chinoise. Le peuple légendaire de l'empereur jaune avait progressivement disparu au profit d'une nouvelle civilisation caractérisée dans les dynasties qui succèdent, Xia, Shang et Chu. Ainsi, les Tochariens de Chine occidentale n'étaient pas les seuls blancs à vivre en Chine à cette époque. Plus étonnant encore, en traduisant mot à mot les textes anciens fondateurs de la Chine antique pour les transposer à la réalité, l'universitaire australien Sean Ramsden donne l'interprétation suivante. Une bande d'Indo-Européens est entrée très tôt dans l'ouest de la Chine et a commencé à habiter une région proche d'une montagne où l'on pouvait obtenir du jade. Au fil du temps, une tribu de cette région d'origine a commencé à se déplacer vers l'est et a fini par entrer en contact avec une tribu locale très primitive qui était peut-être une société matriarcale. Ces deux confédérations tribales se sont mélangées et ont formé une confédération. Avec le temps, cette même tribu mixte est entrée en contact avec une société basée sur l'agriculture. Finalement, une guerre a éclaté entre elles et cette tribu indo-européenne déjà métissée a vaincu la société agricole. Pour cette raison, la tribu indo-européenne a fini par contrôler une plus grande population et un plus grand territoire. Ces mêmes dirigeants, qui étaient maintenant déjà fortement mélangés à diverses tribus locales, ont gardé une certaine forme de contact avec leurs cousins non mélangés de l'Ouest. Finalement, ces mêmes dirigeants, suivant la confédération Chu, ne ressemblaient peut-être même pas à leurs ancêtres. Ils continuaient cependant à suivre leurs anciennes coutumes et leur culture, et parlaient très probablement une langue mélangée, expliquant les mots similaires entre le chinois et l'indo-européen. Aujourd'hui, le régime chinois n'admet évidemment pas ce fait et s'obstine à défendre une version endogène de son histoire. Or, si on n'intègre pas les migrations indo-européennes dans l'histoire chinoise, on ne comprend pas comment la Chine s'éleva aussi rapidement, à partir de si peu, et surtout comment il peut y avoir de telles similarités culturelles et linguistiques. Maintenant, nous allons traiter plus en profondeur l'histoire de ces peuples blancs en Chine et leur disparition. Aujourd'hui, le nom Qiang désigne spécifiquement un groupe ethnique en Chine appartenant à la branche de la famille tibéto-birmane de souche sino-tibétaine. Mais le nom de Qiang fut donné à divers peuples à différentes périodes de la Chine ancienne. D'après Lapola et Youang en 2003, les premières mentions des Qiang apparaissent lorsqu'un peuple nommé ainsi était connu pour être d'habiles guerriers de chars et les ennemis de la première dynastie chinoise reconnue, les Shang. Ces Qiang anciens étaient différents des Qiang modernes. Qui était exactement ce peuple? Les travaux de Begweiss en donnent un résumé en 2009. Il joue un rôle important dans la mythologie chinoise et beaucoup de ses membres étaient réellement des chefs de clans puis de royaumes. Les Qiang, les principaux ennemis des Shang, sont généralement acceptés comme ayant été un peuple non chinois. Évidemment, des guerriers de chars habiles. Il a été démontré que le mot tibéto-birman pour dire cheval était d'origine indo-européenne et fut emprunté à la langue chinoise. Les premiers Qiang n'étaient pas des tibéto-birmans, mais bien des indo-européens. Begweiss compare le mot tokarien clank, qui signifie monter à cheval, aller en voiture, tout comme monter et chasser à partir d'un char, de sorte que le mot Qiang pourrait en fait signifier orige. Un orige, c'est un mot pour désigner un conducteur de char. Ainsi, après la venue de ces peuples blancs d'Andronovo et d'Afanasievo en Chine,
qui apportèrent les principaux savoir-faire techniques et culturels, tels que le char, ces hommes virent sur place avec leurs familles installées sur une terre qu'ils appréciaient. Dans les villages, on voyait des visages familiers qu'on pouvait observer depuis l'Europe jusqu'à cet extrême du continent eurasiatique. De la même manière qu'on trouva des momies européennes en Chine occidentale, qui ont été exceptionnellement conservées par la sécheresse du désert, il y avait des peuplades similaires en Chine septentrionale. Ils assuraient une transmission rapide de leurs méthodes et de leurs inventions, qui explique enfin l'émergence soudaine de la Chine antique. Vainqueurs orgueilleux dont on ne fait pas facilement des sujets, les membres des clans d'Andronovo voulurent, toutes les fois qu'ils se trouvèrent maîtres des masses asiatiques, jouir du commandement. En Chine donc, comme dans l'Inde ancienne, la souveraineté du territoire fut fractionnée car les peuplades blanches ont une tendance à la liberté et à l'audace. Or, comme nous l'avons vu, les Qiang indo-européens sont considérés dans les textes comme les principaux ennemis des Shang, des Chinois. Ainsi, après que cette population, supérieure militairement, dominait les autochtones par la roue et la métallurgie, mais transmettait son savoir au sein de son environnement, cette domination s'est affaiblie. Les Asiatiques étant un peuple qui apprend très vite, à noter qu'en langue chinoise, un mot pour dire apprentissage est le même que celui pour copier, lorsque ces derniers commençaient à bien maîtriser le char et l'armement, il y a donc eu, en plus d'un métissage, des guerres qui altèrent le groupe biologique en minorité, celui des Blancs. Selon Nicolas Di Cosmo de la Cambridge University, la dynastie Shang, qui a monté des expéditions contre les Qiang, organisait des captures d'esclaves et des sélections de victimes pour des sacrifices humains. En l'espace de quelques siècles, il n'en restait plus. Ils se sont fait éliminer et ont disparu des mémoires. Par la suite, les Asiatiques ont réécrit leur histoire en disant que l'empereur jaune, qui pour rappel arrivait depuis l'ouest entre le 3e et le 2e millénaire, était soi-disant ethniquement chinois et qu'il n'y a jamais eu au sein de sa fondation des peuples différents. Sauf que la culture émane toujours à l'origine de la nature. Ainsi, après la disparition des Blancs par les guerres et les mélanges, le système féodal typiquement européen qui était né en Chine, bien qu'une expression un peu anachronique, en bref la domination hiérarchisée, le grand nombre des petits royaumes et des indépendances, n'eurent plus de raison d'exister, et le niveau impérial passa sur toutes les têtes, sans distinction, car les Asiatiques, et particulièrement le sous-groupe du centre auquel appartiennent les Chinois, sont reconnus pour être un groupe génétique et culturel, reconnaissant l'autorité au-delà de tout. Une fois ce peuple homogène et uni au sein d'un territoire, ce dernier est naturellement géré par une autorité centrale. Quiconque est allé en Asie sait que la tradition est toute puissante et la tyrannie heureuse jamais loin. Ce fut à ce moment que la Chine se constitua dans sa forme actuelle. L'héritage gouvernemental restant est le modèle patriarcal, comme l'étaient les anciens indo-européens. Il n'y avait rien de plus que cette seule nouveauté, désormais d'un empire pour tous, anéantissant toute trace d'indépendance, de liberté ou de dignité personnelle. Un modèle qui leur correspond très bien. Encore aujourd'hui, les Chinois sont fiers de la puissance de leur régime. En tout cas, les dernières révoltes contre l'autorité centrale chinoise furent écrasées lors de la rébellion de la province de Liang de 184 à 189, auquel participa les dernières forces Qiang, épaulées par leurs alliés Yueshi venant depuis l'ouest. Après cet événement symbolique, mais en réalité déjà depuis plus longtemps, l'influence des peuples indo-européens sur la gouvernance chinoise cessa définitivement. Cependant, les dynasties chinoises, malgré une adoption de l'essentiel des techniques militaires indo-européennes, se sont encore longtemps servies des tribus blanches, notamment scythes, avoisinantes, en tant que mercenaires, étant des cavaliers réputés pour leur bravoure et leur efficacité au combat. Il restait encore, vers le IIe siècle, en Asie centrale, des branches assez nombreuses et puissantes. On devine le regard d'un des leurs. Rivé sur les frontières orientales de l'Asie, là où habitent désormais les Chinois. Oui, là-bas, tes ancêtres lointains sont morts, car ils avaient choisi de continuer la marche vers l'Est.
Ils avaient choisi la liberté de vivre, ils obtinrent l'honneur de la mort. Et avec eux, le témoignage d'un peuple oublié, enterré par les pas des hommes asiatisés.